Bien, nous allons continuer ce matin après 2 journées où nous avons pris connaissance de la matrice, les raisons de l'élaboration de cette matrice, de la production de cette matrice, comment est-ce que ça a été le processus qui a conduit à ce document. Et hier, nous avons vu les 2 principales étapes d'évaluation, la carte des différents dispositifs qui doivent être choisis pour évaluation. Et deuxièmement, nous avons vu les différentes questions de l'évaluation adossées aux attributs souhaitables qui sont mentionnés pour aller vers la couverture santé universelle. Donc ce matin, nous allons continuer avec les aspects de mise en œuvre. Nous aurons 2 présentations. La première sur différentes phases de mise en œuvre qu'il faut considérer pour conduire cette évaluation. Et ensuite, le docteur Mélène nous donnera l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de financement de la santé pour aller vers la CSU. Nous allons continuer donc avec la première présentation de cette session et nous allons appeler Diane pour nous présenter les différentes phases de mise en œuvre, qui peut conduire l'évaluation dans les pays, quand est-ce qu'on pense qu'on peut programmer cette évaluation en fonction du niveau d'avancement ou de l'évolution des différents pays et quelles sont les différentes étapes qu'il faut suivre pour validation, consensus et production d'un rapport finalement. Diane Mouyon-Guerrois est officier technique du financement de la santé au bureau AFRO, OMS. Elle a 17 ans d'expérience dans le développement et la revue de documents régionaux sur le financement de la santé, le secteur santé et les politiques, stratégies, réformes et mise en œuvre. Elle a contribué au développement des systèmes de financement de la santé et aux réformes pour la couverture santé universelle au Rwanda et dans plusieurs autres pays africains, notamment dans le développement d'agendas nationaux pour réduire la pauvreté, l'élaboration ou l'accompagnement de plans stratégiques décentralisés, les programmes de management multisectoriels et la coordination pour le développement de ces politiques dans nos pays. Diane, merci de prendre la parole pour nous éclairer sur ces phases, ces étapes, on va dire ces phases de mise en œuvre. Merci. Merci. Bonjour, chers collègues, et bienvenue au 3e jour de la formation. Les 2 derniers jours, nous avons principalement vu l'introduction à la matrice sur les différentes étapes, le contenu, les concepts, et puis nous avons eu à nous exercer sur comment conduire l'étape 1, l'étape 2. Maintenant, pour le 3e jour, nous allons un peu nous attarder sur la mise en œuvre de la matrice. C'est des informations qui seront utiles pour nous tous, les futurs commanditaires des revues, des évaluations par la matrice, des futurs chercheurs qui seront impliqués en tant qu'évaluateurs ou en tant qu'utilisateurs des résultats de l'évaluation. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les différentes phases de la mise en œuvre de cette évaluation avec la matrice des progrès en matière de financement de la santé. Pour la mise en œuvre, vous allez aussi trouver ça dans le guide. Il y a principalement 4 phases. La mise en œuvre varie vraiment par le pays, l'approche, mais souvent, ces 4 phases servent à vraiment s'assurer que nous sommes sur la bonne voie en termes de processus d'évaluation. Première phase devrait être sur la préparation de l'évaluation et la deuxième phase sur la conduite de l'évaluation proprement dite et la troisième, une revue externe ainsi que la 4e phase sur l'élaboration du rapport et souvent les pays aussi peuvent publier ce rapport. Pour ce qui est de la phase 1, au niveau de la préparation, il est important que donc, les équipes
soit mise en place et qu'il y ait une mise à niveau par toutes les équipes et les personnes qui seront impliquées, notamment à travers des petites formations au niveau des pays, un briefing sur la matrice et aussi en s'assurant que nous sommes avec les équipes qui vont servir à appuyer tout le processus dès le départ, l'implication de tout le monde dans cette phase de briefing, donc d'information et éventuellement de formation, petite formation sur la matrice. C'est le point de départ. Et puis, dans cette phase de préparation aussi, c'est le moment d'identifier, on dit l'IP, c'est investigateur principal, c'est l'évaluateur principal. Normalement, une personne habilitée avec l'expertise requise en matière de financement de la santé. Souvent, ça doit être une personne qui est bien respectée dans le pays, qui connaît les systèmes de santé, parce que vous avez vu même en traitant hier une seule question, comment c'était vraiment difficile d'avoir un consensus. Donc, il faut vraiment une personne de calibre pour pouvoir essayer de mener à bien les discussions, gérer les stress, gérer et aussi être confiant dans cette expertise. Et puis aussi, il doit être appuyé par une équipe technique bien sélectionnée du ministère, mais aussi on a vu que cet aspect multisectoriel est aussi important. Donc, essayer vraiment d'assurer que dans l'équipe technique, il y a une représentation de différents secteurs qui ont un rôle important dans la conduite de la couverture sanitaire universelle. Et aussi une équipe de supervision. Toutes ces équipes ont des rôles spécifiques pour appuyer cet évaluateur principal à pouvoir bien conduire son évaluation, surtout sur la disponibilité donc, de la documentation et aussi les briefings. Maintenant, après, comme je l'ai dit, donc une formation de toute l'équipe pour qu'ils soient au même niveau d'entendement sur la matrice est très importante pour vraiment démarrer sur de bonnes bases. Et puis, l'élaboration d'un calendrier, d'un plan de mise en œuvre de la matrice doit être fait. Et souvent, après avoir identifié l'équipe qui va conduire cette évaluation et l'évaluateur principal, il est important de s'assurer que les personnes, donc les décideurs, soient impliqués, soient informés, quitte à ce qu'on démarre en sachant qu'il y a des attentes de la part des décideurs qui vont utiliser les recommandations. Ça, c'est très important. Et souvent, comme on l'a dit depuis hier et lundi, on sait très bien qu'il y a toujours une raison pour qu'un pays demande la conduite d'une telle évaluation. Souvent, c'est basé sur les besoins d'information pour informer une stratégie ou une politique de financement de la santé ou bien évaluer les progrès par rapport à la CSU. Ça diffère vraiment des pays. Et souvent, par exemple, on a eu l'expérience de l'Ouganda dans la formation de Victoria Falls pour les pays anglophones, ils ont initié cette évaluation parce qu'ils voulaient faire une revue à mi-parcours d'un plan stratégique de financement de la santé qui existait déjà. Ils ont voulu utiliser la matrice pour l'évaluation à mi-parcours, pour voir les progrès, informer et constituer une baseline, donc pour informer l'état d'avancement
de la mise en œuvre de cette stratégie. Il y a aussi d'autres pays comme l'Éthiopie qui ont voulu faire cette évaluation parce qu'ils voulaient avoir une information sur les progrès en matière de couverture sanitaire universelle. Et c'était en vue de faire une feuille de route pour la stratégie. Donc, il y a toujours différentes raisons. Chaque pays a ses raisons, dépendamment des contextes, mais cette motivation est très importante parce que c'est elle qui vraiment favorise l'engagement même de cette évaluation et l'attente des résultats pour informer une décision politique future. Continuer. C'est bon. Donc, la phase 2 est la conduite proprement dite de l'évaluation. En fait, l'événement est lancé par le ministère avec les équipes techniques et de supervision mises en place. Et puis, il y a souvent, vous avez vu, même en traitant une seule question hier soir, que cela demande une forte documentation. Il faut vraiment apprêter les documentations. Les documentations, tous les documents de base, il faut chercher, et l'équipe technique est là pour appuyer justement l'évaluateur principal. Compilation des données, information, et puis souvent, c'est souvent des rapports, donc des données secondaires, mais aussi des données primaires. Il y a aussi des interviews, identifier les personnes ressources pour fournir ces interviews et notamment parmi les décideurs ou les partenaires de développement. Et puis, il y a aussi une équipe de supervision qui est là et qui doit être briefée. On a vu avec la Sierra Leone que le briefing régulier de toutes ces équipes est très important. Et quitte à ce que les évaluateurs et les équipes de supervision évoluent ensemble en vue de pouvoir produire les rapports. Il y a toujours des défis, problèmes de consensus, comme on l'a vu hier. Et pour les 33 questions, éventuellement les revues, les discussions, les consensus, c'est vraiment important. Collaborer de façon régulière, que l'évaluateur collabore régulièrement avec toutes ces équipes d'appui et les équipes de supervision. Normalement, à la fin de cette conduite de l'évaluation, c'est en ce moment qu'on commence à penser à cette évaluation, la phase qui suit, l'évaluation externe. Il faut s'assurer que l'évaluation est complète avant de pouvoir penser à aller vers les évaluateurs externes. L'expérience nous a montré que des fois, l'évaluateur principal n'a pas tout complété. Il y a des gaps. Normalement, les genres de gaps qui doivent être acceptables, c'est les gaps où il y a manque d'information. Et ça constitue en soi une bonne information qu'il y a des gaps à compléter. C'est une bonne information pour informer la stratégie. Mais les gaps dus au fait que l'investigateur n'a pas terminé le travail, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, ils vont vraiment compléter tout le processus afin de pouvoir recourir à la revue externe. Diapo. Au niveau de la troisième phase, à ce stade, l'évaluateur externe, normalement, le guide prévoit 2 évaluateurs externes, principalement pour vraiment renforcer l'objectivité de ce rapport, même la crédibilité de ce rapport. Les évaluateurs externes doivent être aussi des experts, souvent qui connaissent bien le système de santé de ce pays évalué, mais ces 2 évaluateurs ne doivent pas avoir été impliqués dans ce processus. Ils doivent être en mesure d'évaluer, mais n'ayant pas été impliqués dans ce processus dès le départ.
l'expérience nous a montré aussi que même les évaluateurs qui n'ont pas la connaissance de ce système, mais ayant l'expertise dans le système de financement de la santé, ça aussi, ça peut. Donc, il y a eu un pair mais il faut qu'à chaque fois, il y a au moins un, parce que comme ils sont deux, il y a au moins un qui soit expert de système de santé de ce pays. Donc, ça aide dans le choix des experts. Les deux experts externes commencent d'abord à évaluer indépendamment. Donc, l'un évalue l'autre et puis ils se rencontrent avec des scores. Et puis, ils discutent et se mettent d'accord sur les scores à donner au pays, souvent en se focalisant sur les zones de discorde. Il y a des fois où ils aient donc des vues différentes par rapport à l'évaluation. Parce que normalement, ils se basent seulement sur le rapport que l'investigateur principal a fourni. Ceci demande un niveau de détail par l'investigateur principal, l'évaluateur principal, pour assez de détails pour pouvoir permettre aux deux experts à pouvoir avoir tous les éléments. Les deux experts externes ne doivent pas aller chercher les informations dans les données, dans les rapports. Non, il se fie seulement au rapport que l'évaluateur principal a produit. Maintenant, ils établissent les rapports. Donc, ils se mettent d'accord sur un consensus de score. Et puis, ce score et les commentaires qu'ils émettent par rapport aux besoins d'amélioration de ce rapport, ils discutent avec l'investigateur principal et le ministère pour avoir un consensus des experts externes et l'équipe technique nationale afin d'avoir donc un score et des commentaires sur chaque question, mais aussi des recommandations à apporter au rapport. Donc, l'investigateur principal tient en considération tous ces inputs, comme on dit, et il établit un rapport final. Et normalement, à ce stade, le rapport est prêt pour être soumis aux décideurs, que ce soit du ministère ou d'autres partenaires clés au niveau national pour finalisation. Phase 4, diapo. Normalement, après toutes ces phases, il y a donc la phase 4 de finalisation. Le draft est préparé, comme je disais, et les conclusions et les recommandations sont développées. Un rapport final est préparé après examen à cours au niveau national. Et puis, il y a, les pays ont le choix sur comment publier la matrice. Nous avons l'expérience, par exemple, si on peut continuer, diapo. Nous avons l'expérience des pays comme Sierra Leone, ils ont publié, et donc c'est le pays qui a publié, le pays, et comme on dit, il y avait un champion, le vice-président, qui avait lui-même dirigé. Et donc, vous voyez, il y a même le logo du pays. Donc, le pays a choisi de publier. Par exemple, Bangladesh, c'est l'OMS qui a publié avec le logo de l'OMS. Donc, c'est vraiment la publication de par l'expérience. Ça dépend du choix. Ça peut être conjointement fait, ça peut être l'un ou l'autre, mais bon, jusque-là, l'important est que ce rapport soit fait, soit produit et soit utilisé pour informer les décisions de politique. Et si c'est juste pour montrer l'exemple de donc, le genre d'information que ça peut produire, le fait que, par exemple, au niveau de Bangladesh, il était question de voir comment la protection sociale et la couverture sanitaire, la couverture des services, on voit une croissance de la couverture, mais aussi une décroissance de la protection financière qui est drastique. C'est une bonne information pour vraiment informer que la protection financière contre les risques financiers est à risque, mais aussi, ça montre aussi comment les données n'étaient pas à jour 2016 en 2020. Donc, ça veut dire que toujours, il y a des défis en termes de
des données actuelles. Et il faut normalement, pour avoir des informations qui pourront effectivement contribuer à une prise de décision et contribuer au changement, il faut des données actualisées. Et puis maintenant, donc, il est important que, donc par exemple, pour Bangladesh, ils avaient relevé la partie en rose, c'est les résultats de l'évaluation dans la matrice de 2020. Et puis, il y a les recommandations en vert. Et normalement, il est très important de s'assurer que toutes les recommandations soient tirées des résultats. Souvent, dans cette partie recommandations, les pays ont tendance à vouloir mettre tout ce qui est besoin, tout ce qui est les choses à recommander, mais souvent, ça doit vraiment venir de ce qu'on a trouvé dans les résultats. Ça doit vraiment s'aligner, c'est important. Bon, ça, c'est brièvement ce que je viens de présenter pour une mise en œuvre effective au niveau national de l'évaluation de la matrice des progrès en matière de financement de la santé. Il est très important de s'assurer que le bon moment, donc la porte ouverte, comme utiliser une porte ouverte pour informer une décision politique, et puis démarrer du bon pied avec une bonne équipe bien informée, et puis essayer donc de s'assurer que les discussions lors de l'évaluation sont bien menées et en consensus objectif. Ça, c'est très important parce que, comme on l'a vu hier, c'était vraiment difficile d'arriver à un consensus, mais souvent, il faut aussi se rappeler que donc, c'est pour informer une situation et pas une évaluation ou un audit. Aussi, essayer de disponibiliser toute la bonne documentation mise à jour. Et le temps que ça peut prendre, ça dépend juste vraiment de la volonté de toute l'équipe et de l'urgence, du besoin. Et c'est pour cela que le timing, quand il faut s'assurer que c'est basé sur un besoin, normalement, cette urgence, cet appui est mis en place pour s'assurer que ça c'est fait. Normalement, l'expérience a montré que 3 mois, 6 mois, ça peut se faire. Et puis, la fréquence, vraiment, ça dépend des pays, mais l'idéal et ce que nous recommandons au niveau de l'OMS, c'est la première phase, c'est comme des données de base. Ça va prendre du temps pour vraiment mener cette évaluation. Mais une fois que nous avons les données de base, les évaluations qui vont suivre, si c'est fait annuellement, c'est quand même un peu plus court parce que c'est juste une mise à jour et puis les données sont déjà disponibles et il y a toujours des mécanismes pour essayer de le faire à l'interne sans devoir recourir même à une évaluation comme je venais de le décrire. Ça, c'est pour établir peut-être les données de base, mais l'actualisation chaque année, c'est possible. Et puis aussi, toujours est-il que ça dépend du pays, des besoins, des priorités et les besoins en termes d'information. Mais souvent, ça permet aussi non seulement peut-être de développer des stratégies, de voir informer sur une décision politique, mais aussi ça permet d'évaluer régulièrement les progrès sur les réformes qui sont mises en œuvre au niveau des pays. Merci, je crois que j'ai terminé. Merci. Merci Diane. Nous allons inviter le docteur Mélène Emar Kouadio. Il est chirurgien dentiste, spécialiste de santé internationale avec 6 années d'expérience dans le renforcement du système de santé, notamment dans les domaines de la gouvernance, du financement de la santé, la planification et le suivi des interventions de santé publique en Côte d'Ivoire. Il travaille au sein de la direction de la prospective, la planification et des stratégies du ministère de la Santé. Il fournit un appui technique à la conduite des processus nationaux de planification stratégique, opérationnelle et de programmation des projets d'investissement public du ministère. Il assure la coordination technique du processus d'évaluation du système national de financement de la santé pour progresser vers la CSU. Et il est membre de plusieurs groupes techniques de travail. Il travaille beaucoup.
financement de la santé, ressources humaines, nutrition, développement de la petite enfance. Voilà à qui nous avons affaire pour nous partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, j'ai la charge de vous présenter le processus d'évaluation du système national de financement de la santé en Côte d'Ivoire avec l'approche de la matrice des progrès. Donc, le plan de présentation s'articule autour de 5 points. Nous allons vous présenter rapidement quelques éléments de contexte, les objectifs et l'approche adoptée par le pays, les difficultés que nous avons rencontrées et les perspectives. Alors, rapidement, en termes d'éléments de contexte, il faut dire que l'évaluation du système de financement de la santé en Côte d'Ivoire est intervenue dans un contexte national qui a été marqué par plusieurs décisions politiques instituant des dispositifs de financement de la santé, en citant entre autres la gratuité ciblée, la couverture maladie universelle, le financement basé sur la performance. Il y a également le développement d'une stratégie nationale de financement de la santé en 2015. Elle a été élaborée en 2012 et actualisée en 2015. Et également le développement du Plan national de développement sanitaire, PNDS 2021-2025, qui réaffirme entre autres la volonté politique progresser vers la CSU et l'atteinte des ODD. Au niveau international, donc cette évaluation a été marquée par le développement au niveau de l'OMS de la matrice des progrès en matière de financement de la santé. Et donc, c'est un peu tout ce contexte qui a amené le pays à prendre la décision de conduire une évaluation en s'aidant de la matrice des progrès. Alors, pour rappel, on l'a vu depuis que nous sommes là, la matrice se fait en 2 étapes. On ne va pas forcément s'attarder dessus. Quels étaient les objectifs que le pays s'est assigné? Alors, pour la Côte d'Ivoire, l'exercice avec la matrice visait 5 objectifs. C'est d'abord le premier, de présenter la situation du pays vis-à-vis des progrès attendus, déterminer l'étendue de la fragmentation structurelle au sein du système de santé, ressortir les bonnes pratiques, les avancées et les écarts observés face aux standards internationaux, dégager les orientations complémentaires pour soutenir le dialogue sur le financement de la santé et accompagner la mise en œuvre efficace du PNDS 2021-2025, mais surtout de formuler des mesures et recommandations permettant de renforcer ou initier des réformes et l'actualisation de la stratégie nationale de financement de la santé. Concernant les étapes de réalisation de la matrice, la première étape, les objectifs, c'était de dresser un tableau de la situation nationale de financement de la santé, donner un premier aperçu de l'ampleur des programmes de fragmentation et des déséquilibres. Et concernant la seconde étape, c'est bien entendu de faire une analyse détaillée des différentes fonctions. Et donc, analyser les attributs, c'est-à-dire les domaines et les attributs. Alors, quelle approche le pays a adoptée pour conduire l'exercice? Quelques étapes clés. Le processus en Côte d'Ivoire a démarré avec une formulation de la part du ministère de la Santé à l'endroit de l'OMS, c'est-à-dire qui a sollicité un appui technique et financier à la réalisation de l'évaluation. Ensuite, il faut dire que très vite, on a mis en place un groupe technique de travail composite dont la composition est sur la diapo qui suit. Donc, on a mis en place un groupe technique de travail. On a eu une orientation des acteurs avec l'OMS et le point focal P4H. Et nous avons, d'entrée de jeu, organisé des sessions de travail, des rencontres pour nous approprier la matrice. Parce que nous, on a travaillé initialement. On a travaillé, je veux dire, sur la version brute, c'est-à-dire la matrice primaire. Donc, essayer de comprendre déjà les questions, apporter les éléments de réponse. Et donc, le processus a débuté, on peut dire, à partir d'octobre 2021. Ensuite, nous avons fait des sous-groupes, des sous-comités au sein du comité technique et des sections ont été attribuées à des acteurs donc, qui se sont chargés de proposer, d'apporter une réponse aux questions. Et nous avons organisé un atelier où nous avons passé en revue ces questions en groupe de travail.
Et nous avons recruté un consultant pour une évaluation externe. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que d'entrée de jeu, nous n'avons pas songé à recruter un consultant. Le pays était dans la dynamique de conduire l'exercice, mais avec les orientations de l'OMS, il était important d'introduire un acteur externe qui allait certifier la qualité de l'exercice. Mais les trois éléments qui sont là sont le cahier de charges qui a été confié à l'évaluateur externe. Vous remarquerez que l'étape 1 n'avait pas encore été réalisée au moment où le comité technique a commencé à travailler sur l'étape 2. Donc, le consultant était chargé de réaliser l'étape 1, faire la revue de l'étape 2, du moins ce qui a été proposé par le groupe technique, faire des recommandations et, bien entendu, la dernière étape, c'est la finalisation, la validation et la diffusion des résultats. Alors, donc, je parlais tout à l'heure du groupe technique. Donc, le groupe technique était composé du cabinet. Donc, on a un conseiller technique de financement de la santé et des chargés d'études, la direction générale de la santé, donc des acteurs de la direction de la planification dans laquelle je travaille, l'officier de liaison GFF, les acteurs de la direction des affaires financières, la direction des établissements privés et professions sanitaires, la Caisse nationale d'assurance maladie, donc, qui relève du ministère de la Protection sociale, la cellule technique PBF, l'Institut national d'hygiène, la direction générale du budget, qui relève du ministère du budget de portefeuille de l'État, et la Banque mondiale, le point focal P4H et bien entendu l'OMS. Alors, concernant l'évaluation externe, il faut dire qu'elle a été, ou du moins elle est organisée autour de cinq principales phases. Et donc ça, ce sont les étapes du consultant. Concernant la phase 1, qui concernait la revue documentaire, donc il s'agissait d'exploiter la documentation disponible sur les principaux dispositifs de financement, faire la description des principales caractéristiques de ces dispositifs, donc apprécier la fragmentation et les déséquilibres, exploiter la matrice d'évaluation des progrès pré-remplie par le GTT. Donc, la phase 2, c'est une mission en Côte d'Ivoire où le consultant a eu à travailler à discuter de certains points de la matrice avec les membres du GTT, fait une collecte d'informations complémentaires pour renseigner la grille et fait une collecte sur des éléments critiques de la matrice par interview avec des informateurs clés. Alors, la phase 3, ce sera un travail à distance où il s'agira de consolider et faire une synthèse des informations, finaliser le rapport provisoire de l'évaluation sur la base du canevas de l'OMS. Concernant la phase 4, une mission en Côte d'Ivoire qui sera consacrée à la validation des résultats de l'état des lieux des dispositifs de financement de la santé et les résultats de la matrice de progrès par domaine et attributs souhaitables. Et enfin, la phase 5, ce sera un travail à distance donc, qui va consister à l'intégration des contributions de l'atelier de validation, l'élaboration de notes de politique à l'intention des décideurs. Alors, donc, sur le dernier point, ça a été une exigence du pays, c'est-à-dire au-delà de présenter les résultats, nous avons souhaité que le consultant puisse nous produire une note de politique pour pouvoir informer les décideurs et qui pourraient les orienter au moment des décisions. Dans l'état actuel des choses, ce que nous pouvons dire sur l'étape 1, c'est que nous avons identifié, on peut dire approximativement 6 régimes de financement. Le budget général, la gratuité ciblée, la couverture maladie universelle, le financement basé sur la performance, les programmes nationaux de santé clés, les assurances maladies privées. Nous avons collecté des données nécessaires à la description des régimes de financement. Donc, pour ce faire, le consultant nous a aidé à élaborer une grille qui a servi pour les travaux. Nous sommes à l'étape de finalisation de la collecte-production du rapport et l'analyse critique de la matrice pré-remplie. Donc, les 2 étapes en cours sont des étapes qui sont faites par le consultant. Quelles difficultés nous avons rencontrées? D'entrée de jeu, il faut dire qu'il y a eu une faible disponibilité ou réactivité des acteurs. Pour beaucoup, il y avait de la réticence parce que certains pensaient qu'il s'agissait plutôt d'un audit,
Alors que c'est lorsqu'on avait les séances de travail avec les explications qu'ils comprenaient qu'en réalité, ce n'était pas un audit. Donc, il y a aussi le fait des personnes ressources qui étaient mises à disposition. Donc, le profil ne cadrait pas forcément avec la spécificité de l'exercice. On avait une faible disponibilité des documents qui renvoient à l'accessibilité à l'information institutionnelle. Donc, concernant l'étape 2, c'est principalement les compréhensions diverses des questions. Donc, beaucoup de questions n'étaient pas toujours comprises comme elles devraient l'être. Au regard de tout ça, quelles sont les perspectives? Donc, nous pensons qu'il est en tout cas impératif de mettre en place un comité national d'experts sur la matrice. Donc, ça permettra au pays de disposer d'une expertise nationale pour la conduite régulière des évaluations, mais également de renforcer les capacités des acteurs en financement de la santé et vulgariser l'information financière. Organiser un dialogue national sur le financement de la santé qui permettra d'évaluer la mise en œuvre des enseignements tirés du premier dialogue national qui a été fait en 2019. Ça sera aussi l'occasion de partager les résultats de l'évaluation du système de santé et également orienter la prise de décision sur les réformes du financement de la santé en cours. Nous envisageons également de réviser la stratégie actuelle ou pourquoi pas élaborer une nouvelle stratégie donc, qui permettra d'orienter, structurer la prise de décision sur les réformes du financement de la santé et également garantir une mise en œuvre effective ou efficace du PNDS 2021-2025. Et enfin, nous envisageons réaliser une seconde évaluation, donc qui va intervenir certainement en 24 ou en 25, ça sera décidé, donc qui nous permettra de disposer d'informations pour orienter les éventuelles réformes du financement de la santé. Donc, voici ainsi présenté le processus d'évaluation financement de la santé en Côte d'Ivoire et je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais faire un complément, surtout sur les difficultés. Comme Dr Emar l'a dit, en général, dans nos pays, quand vous voulez travailler sur le financement de la santé, c'est un dossier ou une thématique assez sensible. Les acteurs pensent très rapidement à un audit. Et la manière d'essayer de contourner cette difficulté-là, c'est que au niveau de la représentation de l'OMS ou de la Banque mondiale ou de P4H, on puisse véritablement, au plus haut niveau, c'est-à-dire entre le représentant et le ministre de la Santé, avoir cette diffusion d'informations-là pour apaiser, je dirais, les différents acteurs. Et surtout pour que, comme il a été dit, l'information financière puisse faire partie de l'information sanitaire. Parce que très souvent, ça manque dans nos différents documents. Dès que vous arrivez sur la partie financement ou la partie budget, il y a un blanc. Alors donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faudrait pouvoir absolument mettre en place un groupe de travail. Et ce groupe de travail doit être, l'idéal, c'est qu'il soit formalisé par un arrêté ministériel et même interministériel qui va désigner de manière claire les structures. Vous avez vu qu'on a le ministère de la Protection sociale, le ministère du Budget, de sorte à ce qu'au cours du processus, vous ayez toujours le même point focal qui soit présent à toutes les réunions. Autrement, vous avez un risque de turnover et ça entraîne des délais dans la diffusion de l'information. Et troisième point, c'est sur le renforcement des capacités des acteurs. Les nominations sont à la latitude des ministres, des désignations dans les structures, dans les directions, dans les programmes. Et parfois, lorsque nous portons de nouvelles initiatives, on n'a pas forcément le profil qu'il faudrait. Donc, l'idéal serait de pouvoir accompagner ces processus-là avec un renforcement de capacité pour que les acteurs qui sont désignés de manière souveraine puissent être dans les meilleures dispositions pour renseigner, pour pouvoir produire l'information. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Donc, nous avons eu les deux présentations. La première qui nous déclinait un peu les phases et tout ce qu'il faut bien prendre en compte en termes d'identification d'expertise pour conduire l'évaluation et même de l'équipe pays. Et on a très bien vu avec la Côte d'Ivoire le besoin d'expertise ou de renforcement de capacité avec l'équipe qui accompagne le consultant pour que le processus soit bien conduit. Et on a donc eu les différentes phases avec la constitution de l'équipe, le briefing, il faut toujours former
Tout le monde n'a pas le temps de lire sur les plateformes. Il faut vraiment considérer le briefing de l'équipe parce qu'on a vu qu'il y a des questions des problèmes d'incompréhension. Les questions ne sont pas aisées à comprendre. Et après l'exercice de documentation pour pouvoir avoir les bonnes informations, toutes les informations disponibles du pays afin de pouvoir scorer. Donc, c'est très important le briefing. Par la suite, donc, la phase avec les 2 étapes qui ont été vues hier, la première étape pour la cartographie, la carte des dispositifs, et puis la seconde, passer le questionnaire. Ensuite, il y a le challenge, effectivement, de l'interaction avec l'équipe d'évaluateurs externes qu'il faut souvent consulter pour leurs réactions. Mais on a bien dit que ce soit fait à la fin de tout le questionnaire pour qu'ils aient suffisamment d'éléments et que ces questionnaires les réponses doivent être documentées pour que l'évaluateur externe n'ait pas à aller chercher cet argumentaire de lui-même, mais l'équipe prendra bien soin d'argumenter et de documenter les scorings qui sont donnés pour les différentes questions. Et enfin, la partie rapport. Et on voit bien avec l'expérience de la Côte d'Ivoire même, qui a eu une 5e étape pour avoir une note de politique qui sera plus facilement adressable aux décideurs, j'imagine. Donc, voilà un peu tout ce que nous avons eu comme éléments pour les différentes phases qu'il faut. Et on voit bien avec l'expérience de la Côte d'Ivoire, l'expérience de la Sierra Leone qui a été présentée hier, et même celle du Bangladesh qui nous est présentée depuis le début de la formation, que chaque pays devra vraiment, on va dire, contextualiser, adapter selon ses besoins, mais il y a des points clés comme l'expertise, comme les consensus qu'il faut bien veiller à avoir et puis s'assurer que l'information ou l'évaluation qui est faite, qui n'est pas un audit, on voit les réticences et ça, ce sera quelque chose qu'il faudra gérer, rassurer l'équipe nationale que c'est un exercice, on va dire, pour voir un peu comment le pays évolue, quels sont nos défis, quels sont les points sur lesquels il va falloir qu'on embraye si on a vraiment l'ambition d'aller vers la couverture santé universelle. Donc, voilà un peu ramasser ce que nous avons eu comme présentation ce matin. Je vais vous laisser la parole. Merci pour les présentations. En fait, je vais malheureusement revenir sur des points qu'on a discutés hier parce que des questions qui sont restées en suspens. Je voulais savoir, finalement, pour ceux qui ont pratiqué, quelles sont les recommandations qui sont sorties de ces documents-là? Et finalement, est-ce que ça apporte des choses par rapport à ce que vous saviez déjà de la structure du financement de la santé dans vos pays? Et ça nous amène à une autre question qui est de dire finalement, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est le consensus, le processus de travail en fait, qui est initié autour de la matrice? Parce que finalement, on traitera la question de l'objectivité un peu différemment. Donc voilà, c'est ce qui me semble avoir un peu manqué dans les présentations qu'on a eues les derniers jours. Et puis, la deuxième chose, c'est un constat par rapport aux présentations qui ont été faites. Finalement, on est déjà en train de glisser d'une logique de matrice de suivi à un outil d'évaluation. On a vu hier les discussions qu'il y a eu autour de la présentation d'AEDS quand ils ont voulu faire ça, et finalement, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de glisser à nouveau? Deuxième remarque, c'est avoir des groupes de 20 personnes et créer du consensus autour. Est-ce qu'à 20 personnes, on peut vraiment faire de l'évaluation si c'est l'objectif qui était visé? Le troisième point, c'est que initialement, on avait l'impression, ou comme ça nous a été présenté, que la matrice était un dispositif qui était léger, relativement facile à déployer. Et on se rend compte que dans les pays, ça commence à prendre du temps, générer beaucoup de ressources ou nécessiter beaucoup de ressources humaines, une démobilisation de moyens. Et donc, ça nous ramène à la première question, c'est finalement, est-ce que tout ça nous apprend des choses qu'on sait ou des choses qu'on ne sait pas? Et vraiment, avant d'envisager de déployer ces outils-là, moi, j'aurais besoin qu'on réponde à ces questions, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour tout le monde. Alors, ma question, c'est pour le deuxième présentateur. Moi, je ne suis pas vraiment à l'aise des dispositifs déjà, parce qu'on les a discutés hier et avant-hier avec nos collègues. Si je reviens aux dispositifs qui sont identifiés en Côte d'Ivoire, par exemple, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ces dispositifs, du moins pour l'appellation. Si je trouve un dispositif qui s'appelle financement basé sur les résultats ou financement basé sur les performances, ça, je pense que c'est un principe qu'un dispositif qui peut être appliqué à tous les dispositifs. Et si je me réfère justement au document et même au document de base de l'OMS pour l'élaboration d'une stratégie de financement de la santé, la première partie, c'est d'où est-ce que viennent les fonds et puis comment ils sont mis en commun et puis comment les services de santé sont achetés. Moi, je pense que il faut qu'on s'entende d'abord sur les critères des dispositifs pour qu'on puisse identifier les dispositifs tels qu'ils sont et non pas des confusions par rapport à différentes appellations. Moi, je voudrais avoir de la réponse par rapport, j'ai un exemple basé sur les résultats, parce qu'on l'a discuté hier ici ou avant-hier avec nos collègues dans les travaux de groupe. On s'est dit que ce n'est pas un dispositif, mais c'est un principe qui peut être appliqué pour tous les dispositifs. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci. Je remercie d'abord les deux présentateurs pour les exposer. En fait, mes trois questions sont adressées à la Côte d'Ivoire. La première rejoint un peu celle de mon prédécesseur, à savoir la Côte d'Ivoire a fait le choix d'évaluer 4 ou 5 dispositifs de financement, ou 6 même. J'aimerais vraiment savoir quelles sont les difficultés rencontrées, en tout cas des avantages comparatifs par rapport à ce choix. Ce serait important d'avoir un retour par rapport à cela. Deuxième question, c'est par rapport aux fréquences d'édition des comptes nationaux de santé. S'il en est, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et en quoi ça a pu être utile par rapport à l'évaluation du dispositif de financement. Troisième question, c'est par rapport à la durée. Est-ce qu'on peut savoir la durée de l'évaluation? Est-ce qu'on peut avoir une idée combien de temps ça a pris en fait, de réaliser cette évaluation? Voilà, merci. Merci, félicitations aux collègues qui ont présenté. Dr José Kouvola, Bureau OMS Mali. Deux petites questions. Et la première, la Côte d'Ivoire l'a si bien dit, quand il faut parler de budget de finances, les feuilles sont blanches. Question à la Côte d'Ivoire, combien a coûté cette évaluation? Parce que personne n'en parle. Et on mobilise les experts à gauche, on réunit une vingtaine de gens et tout le reste. Donc, nous, on voulait avoir à titre indicatif à quoi ça peut ressembler le coût. Deuxième élément, c'est par rapport aux questions. Depuis hier, il apparaît très clairement qu'il y a toujours une difficulté dans la compréhension des questions. Quel est le problème? Pourquoi les questions posent tel problème dans la compréhension? Est-ce que c'est un problème d'interprétation? Peut-être que les questions ont été formulées en anglais, quand on a traduit en français, on ne comprend pas très bien. Cela m'amène peut-être à suggérer à l'équipe qui a préparé l'outil, peut-être de préparer aussi des notes d'orientation par rapport aux questions. J'ai essayé de parcourir le document à l'exercice d'hier. À chaque question, il y avait quelque part des petites explications, mais je vais donc suggérer que ces notes-là soient plus élaborées encore pour éviter les écueils du genre où les gens s'attardent et puis on arrive à un consensus. Le consensus, ce n'est pas toujours la vérité. Hein? Donc, vous pouvez être à 20, 15 personnes disent allons dans ce sens. Ce n'est pas forcément ça. Et je crois que ça risque d'apporter le biais, même si l'exercice ne vise pas toute cette procédure hyper scientifique. Donc, cela m'amène à dire, bien entendu, aux organisateurs
qu'au-delà de l'accompagnement technique qu'on a sollicité hier auprès du pays, projetons-nous aussi déjà, j'anticipe, pour un accompagnement financier dans l'exercice, parce que ça, ce n'est pas toujours évident dans les contextes de nos pays. Merci, mais félicitations quand même aux deux orateurs. Bien, merci. Nous allons prendre Mathieu en ligne pour sa question. So, yeah, it's a good question, Jean-François. I think in many cases, c'est clair, no, that the matrix may simply validate some things that we already know. Okay. Secondly, it may challenge some existing directions. So the Bangladesh is a very good example of that, where the proposals currently on the table in Bangladesh, we believe actually go in the opposite direction of UHC. And the matrix is our, if you like, our evidence and our systematic analysis, which backs that up. Oui, donc Matt confirme que souvent la matrice confirmera ce que nous savons déjà. Là, moi, je voudrais quand même faire une petite réflexion personnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par nous? Et parfois, il y a un ou deux experts qui ont très, très bien compris le système, mais ça ne veut pas dire nous. Et dans les acteurs nationaux, il y en a beaucoup qui sont encore confus. Donc, je pense que la matrice permet d'élargir le nous. Ça, c'est une première chose. Mais pour revenir à la réponse de Matt sur le point 2, il donne l'exemple du Bangladesh où il dit, voilà, la matrice a vraiment aidé à mettre à plat le fait que la direction prise par le pays va à l'inverse de la direction souhaitable pour la CSU. Donc, le document va vraiment challenger des orientations politiques sur la base d'une analyse technique. Just as an example, in Uganda, the matrix was used as the evaluation framework for the mid-term review of the health financing strategy. And that was consultant-led. And yeah, I can come back to specific examples. There's a video online actually from the Victoria Falls where she found it was very useful to actually highlight some areas that were completely missing in the strategy, in fact. Voilà, donc en Ouganda, ils ont utilisé la matrice pour faire l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de financement. Et la matrice a en fait mis en exergue des aspects qui étaient tout à fait inadéquats ou sous-estimés ou mal pris en compte. Cette expérience de l'Ouganda montre en effet comment la matrice a vraiment mis en exergue des aspects trop faibles, notamment sur les benefit package, par exemple. So I think overall, I mean, you're right, there may be countries where there's no great new insights. But I think what you get from the matrix is that system perspective. You're really looking across the entire system. And I think often we don't see that. We see a lot of reforms which zoom in on one intervention and all the energy goes there. So, I mean, that's just one quick reflection. And then I can say a couple of things on the size of the groups and it being how long the process takes and the costs, if you like, Bruno. Voilà, donc pour dire qu'en effet, la matrice prend une vision systémique, ce qui n'est souvent pas la perspective adoptée par les acteurs dans les pays qui sont plutôt concentrés sur une réforme particulière. Et c'est utile de reprendre l'approche systémique. Moi, je voudrais rajouter aussi que, connaissant la situation dans les bureaux pays du côté de l'OMS, nos experts sont occupés avec beaucoup de tâches et n'ont pas nécessairement toujours la possibilité de suivre attentivement le financement de la santé. Faire venir des consultants, c'est une façon de leur donner du muscle analytique. Et c'est aussi la possibilité de venir avec des vues plus critiques qui sont posées par des experts. Et donc, le bureau pays n'est pas, vous savez, le jeu du bon flic et du mauvais flic dans un interrogatoire. Hein. Il y en a un qui crée de l'empathie avec le suspect et l'autre qui lui fait peur. Ben, vous devez rester les good cops. Vous devez rester. Il est important que vous ayez cette relation de proximité avec vos partenaires pays. Mais c'est vrai que vous pouvez peut-être faire venir des consultants qui vont donner des messages plus critiques, mais qui doivent être entendus. Parce que sinon, on va continuer parfois à aller dans des directions qui ne sont pas soutenables, idéales pour la CSU. Et je crois que ce processus permet d'avoir cette voix plus critique au niveau du pays. Mathieu, tu veux donc parler un peu sur
On t'écoute. Just quickly on the size of the group involved in the assessment, we've seen a lot of variation, right? And this also impacts on the length of time, right, it can take. So it's really up to the country. We see many countries that it's quite consultant driven, right? That there's one or maybe two consultants that really take all the workload, and then it can go, I think, a little bit quicker, and then they present to maybe a core group. That's one option. Pour les tailles de groupe, quelles sont les tailles de groupe idéales pour le processus? Matt dit qu'il y a différentes options. Il a vu des choses différentes dans les différents pays. Dans certains pays, le processus va être conduit principalement par une équipe de consultants, 2 personnes qui vont faire l'essentiel du travail et qui vont probablement pouvoir avancer assez vite dans le travail analytique. Ethiopia, they went too big on their group. In fact, they had a wide range of stakeholders, which, prima facie looked, a good idea, very inclusive. The problem was that many of these stakeholders did not really understand health financing. And so I think if they were to do it again, they would have a smaller core group and then maybe have some key interviews with the broader set of stakeholders. So that's just one reflection from Ethiopia. Voilà, donc Matt donne l'exemple de l'Éthiopie qui a pris une autre approche, qui a décidé d'aller avec un très grand groupe. Et avec le recul, l'Éthiopie s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne approche, parce qu'il y a beaucoup quand vous faites des groupes très grands, il y aura des gens qui ne comprennent pas très bien les questions de financement de la santé et qui ne vont pas aider le processus. Et donc, la réflexion de l'Éthiopie pour la prochaine fois, ce serait plutôt d'avoir un core groupe, un groupe noyau, et puis de ce groupe noyau, aller parfois de consulter, faire des interviews de personnes extérieures, mais de rester sur un groupe noyau d'experts financement. Yeah, and then a final point. I mean, Sierra Leone, Noemi can explain. I think they had a nice balance, but Noemi, she talked a little bit about that. Yeah, I mean, the final point is really that some countries, they're happy to take a longer time over this because there is quite a capacity building value in conducting the assessment. So that comes back to, why are you doing the report? Is there a very strict timetable to feed into a midterm review like Uganda or Rwanda will do now? They're going to use it formally as part of the midterm review of the health with a very strict timeline. So the length of time is a little bit elastic. In fact, it's driven by timelines and the extent to which you really want this to be a learning process, really, or you just kind of need the data there, in which case it can be more consultant driven. Voilà, donc de nouveau, pour ce qui concerne la durée du processus, Matt dit que ça peut être assez élastique, ça va dépendre des agendas. Donc, s'il y a des échéances particulières, par exemple, l'étude est utilisée pour une midterm review, comme c'est le cas bientôt du Rwanda, voilà, il y aura une deadline. Mais si le processus est valorisé pour l'apprentissage collectif, peut-être que le temps sera plus long et donc peut-être qu'on ne travaillera pas uniquement avec des consultants. Donc, il y a vraiment un espace d'adaptation au contexte. Juste pour dire aussi que demain, nous allons vraiment avoir une séance consacrée à ces questions de timeline, des différents agendas. On aura une présentation théorique le matin et l'après-midi, ce sera un des exercices, ce sera de faire vos lignes de temps et de réfléchir comment la matrice vient s'intégrer dans les différents agendas en cours dans le pays. Voilà. Matt, Diane veut juste faire un point, si tu as encore le temps. I would like you to also try to answer this question on further maybe explanatory notes on the questions. A colleague highlighted the need for, like, the challenges that may be encountered when they try to understand the questions. So there is in the guide, there are already existing notes, but you said that they may need further. Absolutely. Listen, I think an important point is there's only so much you can do in advance of the assessment in terms of trainings and so on. There will always remain
many questions. Okay, so what we provide during the assessment process, we'll provide reflections, backup. It will happen. Okay, how do I interpret this question specifically in my country? Perfectly valid question. And so, you know, we as WHO, through our regional office or country office or headquarters, you know, especially with the, you know, it's so easy to connect with the information technology these days. We're here, you know, this is where the learning also comes in. You know, we put on paper as much as we can, but there will always be a need for this interaction. S'il y a besoin de clarté sur les questions, la plateforme peut être un moyen d'échanger. Il y a plusieurs personnes ressources qui peuvent échanger différents pays, de différentes expériences qui peuvent contribuer à une bonne compréhension. Donc, la plateforme est toujours disponible. Voilà, donc la réponse de Matt, en plus, c'était bien sûr de dire que la formation, ici, c'est une sorte de mise en jambe, on vous transfère une compréhension générale de l'outil, mais en effet, les questions spécifiques sont assez techniques et parfois complexes à répondre. Et il dit, voilà, le document donne ce qu'il peut comme guidance. Juste pour dire aussi qu'on est toujours dans une phase itérative, donc je sais bien que Matt, par exemple, nous a sollicité, nous, les experts OMS, pour revenir justement sur ces questions et de dire est-ce qu'on doit améliorer le feedback, la guidance qu'on donne aux experts. Donc, il y a un travail continu là-dessus. Ça pourrait être intéressant aussi d'entendre Joël Arthur, qui est en train de faire l'évaluation de la Côte d'Ivoire et de nous dire comment il gère ces difficultés. Est-ce qu'il contacte Matt? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il a le bon appui? Ou est-ce que l'OMS est décevant à cet égard? J'en reste là et je rends la parole à Virginie. Bien, merci. Je vous suggère que la Côte d'Ivoire prenne peut-être la parole pour terminer avec les... Oui, on revient sur les deux interventions. Peut-être comme on a commencé avec les réponses, on va donner la parole à Mélène pour prendre les autres questions. Merci. OK, merci. Donc, je pense que la question de José, je pense que Matt a répondu. Donc, le second intervenant, je pense que c'est le collègue de l'Algérie, si je ne me trompe pas. Donc, qui a dit qu'il n'était pas très à l'aise avec les dispositifs qui ont été choisis. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons pris l'option d'intégrer le PBF parce que c'est, au-delà d'être un principe, c'est aussi un mécanisme d'achat des prestations. Et si vous vous souvenez, le premier jour de la présentation de Bruno, lorsqu'il est revenu sur les différentes fonctions du financement, je pense que l'achat faisait bien partie. Et donc, c'est un mécanisme par lequel l'État ou même les partenaires achètent les prestations, donc qui engrange des ressources. Donc, c'était bon de comprendre comment cela est monté et quelles sont les populations couvertes. Est-ce qu'il n'y avait pas de doublons avec d'autres mécanismes qui étaient déjà mis en place? Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour analyser ce dispositif-là. Mais je pense que les collègues pourront apporter des précisions sur cette question. Le second intervenant, le troisième, le choix d'évaluer 5 ou 6 dispositifs, qu'est-ce que ça nous a apporté en termes de valeur ajoutée? Alors, la précision que je veux faire, c'est que c'est vrai, on a présenté le processus. Je veux qu'on soit tous à l'aise. Le processus n'est pas achevé, il est en cours. Ça, il faut que ce soit bien noté. Il est en cours. Donc, même les résultats de l'étape 1, l'analyse des dispositifs en termes de fragmentation, en termes de recommandations, ce qui a marché, ce qui ne marche pas, ce n'est pas encore sorti parce que ça sera dans le rapport que le consultant va nous fournir. Voilà. Donc, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on se rend compte que c'est un régime, comment on appelle ça, couvre pratiquement les mêmes cibles. Parce que vous verrez que la CMU, c'est pour toute la population. La gratuité ciblée, c'est pour les femmes enceintes, les enfants qui sont également dans la population. Donc, même en interne, lorsqu'on travaillait, la question c'est de se poser, quand une femme arrive à l'hôpital, elle est enceinte, elle est couverte par la gratuité, elle est également dans la CMU. Alors,
quel est le dispositif d'entrée de jeu qui est appliqué lorsque un tel patient arrive à l'hôpital. Voilà. Donc, toutes ces questions, toutes ces analyses-là sont en train d'être faites par le consultant. La fréquence des comptes nationaux? Oui, la fréquence des comptes. Actuellement, les comptes qui sont disponibles, c'est ceux de 2018. Ceux de 19 et 20 sont en cours de finalisation. Mais c'est un exercice qui se fait régulièrement, mais c'est juste qu'on a un retard, je peux dire, parce que là, on est en 22, on n'a pas encore ceux de 19 et 20 qui sont déjà diffusés. La durée de l'évaluation, vous avez dit que ça a commencé en octobre. Voilà. Donc, la durée, comme j'ai dit, on a commencé en octobre, mais ce n'est pas encore achevé. Et là, nous venons prendre part à cette formation, donc qui nous ouvre encore, qui nous donne une meilleure compréhension des choses. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir eu cette formation avant de lancer le processus au niveau du pays. Donc, à ce stade, c'est vrai qu'on a une consultance qui va bientôt finir, mais on appréhende déjà la suite. Parce que, comme on l'a dit, lorsque le consultant venait, la phase 1 n'avait pas été réalisée et la phase 2 a été réalisée, mais pas forcément avec la bonne approche. Donc, je veux dire, on attend, je veux dire fermement, les conclusions ou les observations préliminaires du consultant pour voir comment on peut rattraper la suite du processus. Une idée de ce que ça a déjà coûté? Bon, ça revient à la première question. Ce n'est pas encore achevé. On ne peut pas avancer. On ne peut pas se hasarder à avancer des chiffres. Hein? Une idée. Alors, donc, au sortir d'ici, on aura forcément encore de nouvelles étapes qui vont certainement s'ajouter. Donc, Bien, peut-être que... Souffrez que je n'avance pas de chiffres. Je vais rapidement... Le consultant devait nous dire un peu comment il évolue. Oui, je crois que c'était bon pour les questions. Voilà, il y avait les difficultés de compréhension des questions. Bon, voilà. Je pense que Matt a répondu à ça. Oui. Donc, je peux passer là. Bon, s'il y a des collègues du pays qui souhaitent réagir également. On n'a plus beaucoup de temps dans la session. Je ne sais pas si il y a vraiment des points sur lesquels on souhaite revenir, mais le consultant devait nous donner quelques éclaircies sur comment il gère les problèmes d'incompréhension des questionnaires ou bien à quelle fréquence il saisit l'évaluation externe. OK, donc merci. Et la matrice est toute nouvelle, donc c'est pour dire qu'on est tous dans une logique d'apprentissage. Voilà. Mais évidemment, quand on est averti des questions de financement de la santé, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui découvre. Donc, c'est pour dire que j'ai d'abord suivi une formation organisée par l'OMS sur la matrice. Ça, c'était en 2021. Et par la suite, je suis resté en contact avec Mathieu. Donc, il est très réactif quand on écrit. Donc, s'il y a des aspects qu'on ne comprend pas, voilà, il est toujours très, très, très réactif. Donc, pour dire que sur ce point, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, pour répondre peut-être plus spécifiquement à la question que je pense que le monsieur de l'Algérie a posée par rapport au FBR comme dispositif ou comme principe, bon, ça revient au même débat. Et ça me fait penser beaucoup plus à la question de l'achat stratégique que les gens perçoivent beaucoup plus comme un principe et le PBF beaucoup plus comme un dispositif parce que c'est au cœur de toute façon du débat qu'il y a entre achat stratégique et PBF. Bon, mais ça, c'est un autre débat et je pense que c'est des discussions qu'on peut avoir à l'issue de l'atelier. On ne peut pas l'épuiser ici. Voilà, mais nous, on considère le PBF beaucoup plus comme un dispositif que comme un principe. Voilà. Et c'est plutôt dans l'achat stratégique qu'on verrait des principes avec l'approche fonctionnelle. Mais on pourrait avoir ce débat bien après. Maintenant, pour l'utilité des comptes nationaux, comme on l'a vu, ça sert beaucoup plus pour l'élaboration du diagramme de Sankey. Également pour donner d'autres informations subsidiaires quand on sait que la matrice essentiellement est qualitative. Donc, je pense que pour le reste, bon, pour la durée, je ne sais pas si on a rajouté le temps que la phase 2 a mis, comme en Côte d'Ivoire, on a switché. Voilà, donc pour dire que c'est un peu hybride, et moi-même, mon rôle, je suis censé être évaluateur externe, mais je joue aussi un peu le rôle d'investigateur principal. Donc, pour dire que c'est un peu hybride, et il faudrait peut-être qu'on voit après avec l'OMS
pour voir s'il faut prendre après un autre évaluateur externe, parce que c'est deux qui sont préconisés pour encore évaluer ce qui est fait, parce que je joue les deux rôles actuellement. Voilà. Merci bien. Merci bien. On va prendre rapidement les deux questions qui étaient déjà positionnées. Voilà, merci. Donc, moi, je suis le Dr Farbala Minsal, je suis un retraité de l'OMS, donc potentiel consultant. Non, j'insiste là-dessus tout simplement pour dire que quand on parle de consultant, je ne peux pas être contre, c'est sûr. Je suis pour que les consultants y soient, qu'ils soient utilisés et tout. Mais je crois qu'il faut être dans la logique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dit, on met en place un comité technique pour développer l'expertise nationale. J'applaudis. Le consultant aussi, on s'en sert pour se renforcer. Il vient, on travaille avec lui et on travaille avec lui jusqu'à la fin. Je ne comprends pas à un certain moment comment le consultant prend en charge la note de politique. Non. On l'a fait ensemble. On l'a fait, c'est ce qui a été dit. Prof. C'est ce qui a été dit. Donc, ça me semble être un point très important de faire ensemble si on veut développer, encore une fois, l'expertise nationale. J'insiste là-dessus depuis hier. Je crois que c'est le mandat de l'OMS de renforcer les capacités du ministère de la Santé. C'est le mandat de l'OMS. Si on veut que les mots de, comment dirais-je, de compact, l'alignement et tout ça et un sens et un contenu, il faut que nous travaillions, nous, à renforcer la partie nationale. Je crois que c'est un point important. Je finis sur une question qui est discutée depuis hier. C'est la question du dispositif. En fait, on parle du dispositif de couverture. Et ce dispositif de couverture, pour moi, il est très simple. C'est en fait les dispositions qui sont prises pour protéger contre le risque financier lié à la maladie. Toute disposition prise pour empêcher le paiement direct qui constitue le risque. Ce n'est que ça. Financement basé sur les résultats, on peut l'utiliser pour la vaccination. Je suis entièrement d'accord avec mon frère de l'Algérie qui a pris la parole. On peut l'utiliser pour tout ce qu'on veut. Lutte contre la mortalité maternelle, tout. Donc, le financement basé sur les résultats n'est pas un dispositif de protection contre le risque financier. C'est une incitation à mieux faire. Et dans tous les domaines. Mieux faire dans le suivi de l'enfant, mieux faire dans tout ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Ça, personne ne pourra me l'enlever. Merci. J'ai bien vu. Bruno veut dire quelque chose? Non, je pense que la CSU, ce n'est pas seulement la protection contre le risque financier, c'est aussi donner accès aux gens aux soins de santé. Donc, c'est deux dimensions. C'est deux dimensions. Donc, la CSU ne s'arrête pas à limiter les dépenses des ménages. Et donc, ça soutient tout le déploiement de l'offre de soins. Et donc, si vous faites un financement basé sur la performance pour soutenir la vaccination, vous faites partie de la CSU et ça peut tout à fait être un dispositif. Nabil, je voulais répondre parce que l'Algérie n'est pas très fort impliquée dans tout ce qui se passe ici en Afrique. Je dirais sur l'Afrique subsaharienne, il y a eu un gros mouvement de mise en œuvre de dispositifs qui s'appellent financement basé sur la performance et qui ont souvent été soutenus par la Banque mondiale ou des partenaires et qui souvent vont être soutenus, ou parfois vont être soutenus par la finance publique, parfois, par exemple comme au Burundi. Et là, c'est une logique de dispositif. D'accord. Le principe, comme dit Joël, il y a un principe d'achat stratégique et on se retrouve avec c'est vraiment un scheme qui a sa vie souvent autonome par rapport à d'autres schemes. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça que Serge a pointé comme problème, c'est qu'il y a une fragmentation avec la coexistence de ces dispositifs. Maintenant, où je suis d'accord avec toi, c'est que la logique sous-jacente de dire on va orienter les ressources en fonction des résultats, ça, c'est un principe. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'achat stratégique. On peut en reparler à la pause. Comme ça, je te donnerai peut-être plus d'informations de background. Mais hier, justement, on a eu cette discussion. Oui, maintenant, je comprends. Mais est-ce que serait pas-il très intéressant, plus intéressant, de parler des ressources ou des sources de financement de ce mécanisme pour qu'on puisse comprendre? Parce que hier, on a eu cette discussion, c'est que c'est des mécanismes qui sont faits par là, qui sont identifiés et mis en œuvre par la Banque mondiale. Serait-il pas plus intéressant d'identifier les sources de financement de ces mécanismes et on les catégorise comme des sources qui viennent
des partenaires extérieurs, par exemple. Alors, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et quand on fait l'étape 1 de la matrice, hier, on vous a juste fait faire l'exercice d'identifier les dispositifs, mais en fait, quand tu analyses chaque dispositif, vous allez devoir retranscrire l'origine des financements. Donc, vous allez voir mobilisation des revenus, pooling, achat. Et donc, dans mobilisation, vous allez pouvoir reconnaître que c'est un financement, par exemple, d'un partenaire. D'accord? Donc, je pense qu'on est bon. Voilà, enfin, je voulais faire ce point de correction parce que je ne veux pas avoir de malentendus. Je pense que quand la Côte d'Ivoire dit on veut mettre le FBP comme un dispositif à analyser, c'est pertinent parce que c'est un dispositif avec une certaine ampleur, avec des traits caractéristiques. Oui, mais bon, le Sénégal peut ne pas être d'accord. Je donne la version de l'OMS, s'il vous plaît. D'accord, merci, merci. On va prendre la dernière préoccupation avant de... On est à la fin. Oui. OK, merci madame pour la parole. Juste, il est aussi important, certes, il y a des aspects liés à la durée qui avaient été abordés, mais pour nous, c'est extrêmement important que pour chaque phase, qu'on puisse avoir vraiment de façon estimative, et ça prend combien de temps, et vraiment pour orienter un peu la planification au niveau des États. Mais l'autre aussi élément, c'est l'aspect coût. Et qu'on passe à côté, pour nous, c'est extrêmement important. Et pour que les États, si pas des États, les pays et l'OMS, bureau pays, pour savoir un peu jusqu'où on va vraiment prévoir la mobilisation des ressources. Est-ce qu'au-delà des États, pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir vraiment des idées à la sortie de cet atelier. L'autre élément aussi, c'est concernant à quel moment on peut démarrer l'évaluation. Pour nous, c'est important, et puisque dans nos États, nous avons les comptes de la santé qui sont de façon institutionnalisée, et aussi, c'est nous, au niveau de la Guinée, nous sommes en train aussi d'institutionnaliser la cartographie des ressources et suivi des dépenses et sous l'appui technique de GFFA. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir un peu, puisque ce qui fait souvent des difficultés, c'est au niveau des acteurs qui renseignent souvent ces différents outils. Et pour eux, déjà, quand nous avons commencé la cartographie, c'est comme s'ils disaient, oui, on vient de remplir aussi pour les comptes de la santé, vous nous en envoyez encore d'autres. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse vraiment coordonner ensemble et tous ces outils et voir aussi quelles sont les différentes périodes. Puisque nous savons tous qu'il y a une complémentarité entre ces différents outils. Comment, au niveau des États, on peut vraiment mieux coordonner et avoir vraiment une bonne orientation pour qu'on puisse vraiment aller au terme souhaité par ces différents outils. Et la dernière, c'est par rapport au volet assistance technique. Certes, et ce qui avait été présenté par madame concernant les deux experts pour pouvoir appuyer le processus au niveau des différents pays. Et ça me donne aussi à réfléchir, ils sont combien et pour appuyer vraiment ces différents États. Et si nous savons aujourd'hui que différents pays veulent commencer la mise en œuvre de ce processus, et au même moment, et il y aura certes un problème lié à l'assistance technique. Et pour moi, il est aussi important vraiment de passer au volet renforcement et des capacités à différents niveaux, aussi pour que vraiment ces assistants soient aussi disponibles au moment où les besoins des pays sont vraiment sollicités. Vraiment, je vous remercie. Merci. Diane dira peut-être un mot sur la disponibilité de l'expertise pour accompagner les pays, mais sur les questions de délai qui reviennent et de coûts, bon, on n'a vraiment pas encore une idée du coût. Peut-être les pays qui ont terminé pourront nous donner une estimation, bon, pas la Sierra Leone parce qu'elle a fait pratiquement sans coût, enfin, sans budget. Maintenant, pour les questions de quand, on va travailler dans les groupes tout à l'heure, considérant l'évolution et la situation de chaque pays pour voir un peu à quel moment ça peut se faire. On va terminer, mais je vais donner pour les questions de genre 10 secondes à... C'est Madagascar? Ton prénom? Comore. 10 secondes pour dire quelque chose. Oui, 10 secondes. Non. Merci beaucoup. En fait, c'est vraiment juste pour partager une préoccupation qui me tient à cœur depuis que je suis là. C'est la question des ressources humaines et puis peut-être prêter main forte un peu à Jean-François, en collègue du Niger. En fait, on est toujours en train de nous proposer des outils, de bons outils pour avancer, pour voir les progrès, pour analyser des données. Mais en fait, je pense qu'on ne pense pas beaucoup à comment ces outils vont être
on va s'approprier dans nos pays, ils vont être pérennes, ils vont être institutionnalisés. Donc, je pense qu'il est temps vraiment que nos institutions nationales et internationales, en fait, on court tous à la CSU, mais vraiment qu'on regarde un pilier assez important où on peut vraiment mettre l'accent dessus, et ce sont les ressources humaines. Franchement, je vous jure que depuis que je suis là, je me demande en fait comment je vais m'en sortir dès que je vais rentrer. Parce que j'ai les comptes de la santé à mettre en place, à institutionnaliser, et j'ai cet outil qui arrive. Comment je vais m'en sortir toute seule, où on est 2 ou 3 dans la planification à faire ça? Voilà, c'est ce que je voulais mettre. Voilà une bonne préoccupation qui doit être celle de la plupart d'entre nous ici. C'est pour ça qu'on est déjà là et je crois qu'on va continuer à discuter pour être mieux armés et voir comment armer les autres pour avoir une équipe. On parlait de renforcement de capacité. Il faut effectivement trouver le moyen d'avoir plus de personnes qui travaillent dans le domaine pour aider à pousser parce que la CSU, c'est lourd. Pour terminer, Diane va dire un mot. Oui, Diane, c'était sur... non, en fait... l'expertise disponible, est-ce qu'il y en a déjà pour... Oui, en fait, tous les efforts que l'OMS fait, c'est... Par exemple, quand on a déjà organisé ça, c'est une deuxième formation depuis que la matrice a été mise à disposition des pays. On s'assure qu'à chaque fois, on a une équipe de personnes, de chercheurs du domaine académique, des consultants potentiels. Nous avons, par exemple, pour la formation des pays anglophones, essayé d'avoir des personnes qui pourront appuyer les pays une fois qu'ils seront prêts à mettre en œuvre la matrice. Et c'est la même chose ici. Nous avons invité les collègues, donc les participants des pays, le bureau pays de l'OMS et aussi le ministère de la Santé ou des Finances, mais nous y avons ajouté les institutions, des consultances, les personnes ressources du niveau académique pour essayer de s'imprégner de cette matrice afin qu'ils puissent nous aider. Pour que nous puissions faire recours à eux. Nous avons pour le moment constitué un pool de personnes ressources ou d'experts qui, une fois que nous avons une requête de pays, on les aborde et puis ils nous aident. Aussi, souligner qu'il y a toujours l'accompagnement de l'OMS à chaque fois, dès le recrutement, l'intégration dans l'équipe technique nationale et éventuellement l'accompagnement dans la conduite de l'évaluation. Et on sait très bien que donc il y a cette disponibilité de personnes ressources au niveau de la plateforme en ligne qui est toujours là et qui, quand il y a des questions, nous sommes toujours là pour épauler et appuyer. Nous sommes conscients que c'est un nouvel outil et qu'il y a toujours un accompagnement plus ou moins beaucoup plus rapproché que d'habitude de par l'investigateur ou l'évaluateur principal et l'accompagnement des pays. Chaque fois même que l'équipe nationale veut même briefer les décideurs, où nous sommes disponibles pour pouvoir accompagner tout le processus. En fait, c'est un pool d'experts que nous sommes en cours de formation et on espère que, par exemple, ici, on s'est assuré que comme nous avons prochainement une formation des pays lusophones, nous avons inclus quelques personnes ressources qui participent à cette formation, mais qui vont nous aider quand on va commencer la formation des pays lusophones. C'est-à-dire que c'est vraiment en cours de formation, mais la disponibilité constante est là pour accompagner chaque pays quand ils vont vouloir former. Donc, pour les consultants potentiels, si vraiment vous êtes intéressés, prière de suivre et de s'appliquer et on va continuer à bouger ensemble. C'est sûr qu'après cette formation, il y aura des requêtes. Nous aurons des requêtes des pays, c'est sûr. Même pour la formation des pays anglophones, après cette formation, nous avons eu plein de requêtes. Bien sûr, nous sommes à court d'experts,
mais nous essayons au fur et à mesure d'accompagner les pays, quitte à ce qu'on augmente le nombre d'experts en la matière. Donc, il y a potentialité. Et puis, il y a aussi, l'OMS aussi favorise l'engagement des points focaux des pays qui ont déjà mis en pratique cette matrice à aller appuyer des autres pays. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un pays qui a plus ou moins fait une ou deux analyses, deux évaluations, et les personnes ressources sont déjà là, et ne vous étonnez pas si on invite à aller appuyer un autre pays qui veut commencer l'évaluation. Donc, vraiment, on va essayer d'utiliser toutes les ressources disponibles dans ce sens. Brièvement, c'est ce que je peux dire par rapport à l'expertise, mais je voulais aussi revenir sur le niveau, donc le coût. Il y a eu beaucoup de questions sur le coût. Les coûts, ça dépend des pays. Ça dépend de comment les évaluations, normalement, parce que ça diffère. Si tu vas en Éthiopie, tout est presque volontaire, jusqu'à même l'évaluateur. Mais souvent, le principal coût, c'est l'évaluateur principal. C'est le coût d'un consultant, niveau P4, et puis éventuellement les réunions de formation, les réunions de briefing, les réunions de validation. C'est vraiment une estimation des coûts dans ce sens. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres coûts. Et on a eu la bonne expérience de Sierra Leone. Ils ont dit qu'ils finançaient même, et puis que ça a contribué même à la participation. C'est-à-dire les pauses café, les cafés, les sandwichs, les biscuits. Elle a parlé même des biscuits et tout ça. Donc, c'est vraiment, il est important selon la pratique dans les pays, essayer d'estimer les coûts pour les réunions, surtout. Il y a de multiples réunions, mais aussi le coût principal et l'investigateur, donc l'évaluateur principal. Ça, c'est au niveau d'un consultant international ou bien un expert local, mais à ce niveau. Et puis, normalement, les deux évaluateurs externes, c'est du volontariat. Merci. Voilà, merci. Désolée d'avoir débordé sur le temps. J'imagine que c'est parce que la session était intéressante. Et si nous avons été bousculés dans notre confort, notre zone de confort habituelle, je crois que l'objectif est atteint. On a bien vu que c'est un nouvel outil. On a l'expérience des autres pays. On a la plateforme sur laquelle on peut poser des questions, partager son expérience. Et on a l'équipe de l'OMS qui est disponible pour continuer à nous accompagner. Donc, pas d'inquiétude. C'est bien de s'inquiéter, mais on va trouver des solutions pour voir comment on avance. Sur ce, je vous remercie de votre participation et de votre attention.